Une autre question? Tout à l'heure, vous avez parlé de la mondialisation. Vous passez à un micro. Et un grand débat est arrivé depuis quelques semaines au niveau de la démondialisation. Est-ce un sujet réaliste et qu'en pensez-vous? Tout dépend ce qu'on met derrière les mots. Effacer la mondialisation, ça n'a pas de sens. C'est que vous ne versez pas la réalité. On ne reviendra pas à l'époque d'avant Internet, à l'époque avant l'aviation civile et à l'époque... Bon. Sous ce terme de démondialisation qui est un slogan facile à retenir et qui peut frapper ceux qui estiment être les perdants de la mondialisation. Parce que dans la mondialisation, il y a des gagnants et des perdants. Il y a plus de gagnants que de perdants, mais dans les sociétés occidentales, les perdants, ils sont plus nombreux. Parce qu'ils sont mis en concurrence, au lieu d'être mis en concurrence avec leurs voisins, ils sont mis en concurrence avec un spectre beaucoup plus large. Mais ce qu'il y a derrière cela, c'est plutôt une volonté de retour à un protectionnisme, et après, ça va dépendre de la dose. L'Argentine a une politique protectionniste qui lui réussit bien pour l'instant, mais en même temps, elle avait refusé le FMI, elle a mis en place d'autres choses, et l'Argentine vit assez bien, mais parce que c'est un pays émergent, qu'elle s'appuie sur une dynamique. Alors, autant il ne faut pas être naïf, c'est vrai que par rapport à des normes sociales chinoises, on pourrait élever un peu les barrières, on pourrait ne pas se laisser tailler les croupières dans certains marchés. Mais revenir à l'époque pré-mondialisation n'a pas de sens en tant que tel. C'est un slogan facile à retenir, ce n'est pas quelque chose de possible. Mais j'ai lu ce livre d'Arnaud Montebourg. Dans son livre, en fait, on voit bien que ce qu'il propose, ce sont des mesures protectionnistes. C'est pas du tout un retour à la démondialisation. Donc il y a le slogan d'un côté, la réalité des propositions de l'autre, et je dirais, dans un troisième temps, il y aura éventuellement l'exercice du pouvoir, et entre l'un, le second et le troisième, il y a de grandes marges. Question, madame, si vous voulez bien. On va essayer de donner un micro. Qui marche. Alors, puissance effectivement américaine, mais qu'entendez-vous quand on entend que la Chine a acheté 1300 milliards de dettes américaines? Ils font ce que les Japonais faisaient il y a 20 ans. Et les Japonais, il y a 20 ans, on disait que le sabre du samouraï était posé sur la gorge du cow-boy. Parce que le Japon rachetait de la dette, ce que font les Chinois. Si vous dépensez plus que vous n'achetez, que vous ne produisez, eh bien, vous êtes en déficit. Et les États-Unis sont en déficit structurel qui sont compensés par la fiabilité du dollar. Donc les Chinois achètent des bons du Trésor, et puis ils vont compenser un peu parce qu'ils disent que le dollar baisse, mais comme en même temps ils ont beaucoup d'avoirs en dollars, ils n'ont pas intérêt à ce que le dollar baisse trop. C'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas relever leur monnaie, parce qu'ils perdraient une partie structurellement de leurs avoirs. Et donc les Chinois, les Chinois et les Américains s'invectivent sur le plan commercial, mais s'entendent très bien pour le reste. On disait du temps de la guerre froide que Zhou Enlai, le premier ministre chinois, disait que soviétiques et américains dormaient dans le même lit, mais faisaient des rêves différents. C'est-à-dire qu'ils font semblant de faire une détente, mais en fait, ils continuent des disputes territoriales. Eh bien, c'est un peu l'inverse pour la Chine et les États-Unis. Ils font semblant de se disputer, mais il y a une double dépendance. Les Chinois ont besoin du marché américain pour leur dynamisme économique. Si le marché américain est fermé, il y a des usines qui ferment en Chine. Si des usines ferment en Chine, les gens ne sont plus d'accord avec le Parti communiste. Donc le pacte social, il n'est pas sur les lendemains qui chantent et la marche vers l'avenir de l'humanité. Il est sur « je gagne plus d'argent chaque mois ». C'est très concret. Et les Américains ont besoin des Chinois, pourquoi? Parce qu'ils sont dopés, ils sont dépendants au sens toxique du terme de produits pas chers pour limiter l'inflation. Ils râlent contre le déficit commercial, mais rien ne les empêche d'acheter ou de produire eux-mêmes. Sauf que à Walmart, on verrait la différence de prix si le produit était produit aux États-Unis et non pas en Chine. Et que le citoyen américain dirait c'est dommage qu'il y ait un déficit, mais que le consommateur américain va plutôt acheter des produits chinois. Donc il y a une double dépendance qui n'est pas bonne sur le long terme, mais qui pour l'instant tient bien.
Merci bien. Une autre question? Oui, vous avez dit que la globalisation pouvait être une chance pour les territoires. Et quelle est la taille pertinente de ces territoires? Ça dépend pourquoi faire. Ça dépend pourquoi faire, parce que là, la taille du territoire, on le voit bien dans le maillage des structures françaises, ça dépend pourquoi faire, c'est à la hauteur des besoins nécessaires, mais là, je n'ai pas de réponse à votre question, parce que ça dépend par rapport à quel projet. Il y a des projets qui sont valables à l'échelle d'une municipalité, d'autres qui doivent être à l'échelle régionale, sinon on ne peut pas les mettre en œuvre. Donc ça dépend un peu, c'est quand même généralement en fonction du financement nécessaire. Une autre question? Monsieur. Vous avez dit que dans un monde globalisé, les États n'avaient plus le monopole de la puissance. Vous citiez d'autres acteurs. Vous avez parlé de Bill Gates, par exemple, ou d'Al-Qaïda. C'était pour parler de deux influences très, très différentes. Vous auriez pu citer les agences de notation. Est-ce que vous pourriez nous dire qui elles sont, c'est-à-dire quelle est leur histoire, à qui appartiennent-elles? Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi elles servent, c'est-à-dire qui sont leurs clients? Les agences de notation sont dénoncées pour exercer une dictature sur les marchés. C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai parce que les agences de notation maintiennent le triple A pour la France, alors que le marché emprunte, que la France sur le marché a des taux d'intérêt supérieurs à ce qui pourrait justifier le triple A. Qui sont ces agences? Eh bien, ce sont des organismes de vérification des comptes, qui sont des sociétés privées, qui appartiennent à des actionnaires privés, et dont, effectivement, la puissance est disproportionnée par rapport à leur légitimité. Pourquoi? D'une part, les mêmes avaient certifié les comptes de Lehman Brothers en 2008. Donc on peut s'interroger sur des agences de notation qui n'ont pas vu quand même, je ne parlerai pas de l'affaire Enron, qui est encore dans les mémoires, et donc ces agences de notation ont commis de graves erreurs, mais elles n'ont pas pour autant perdu de leur crédibilité par rapport au marché. C'est sur l'acte de la foi, parce qu'il n'y a pas d'autre équivalent, et que les marchés sont tellement inquiets que irrationnellement ils se raccrochent. Les gens pourraient très bien dire je me fiche de ce que disent les agences de notation, mais personne n'ose prendre ce risque, parce que même si l'indication n'est pas fiable à 100%, les marchés estiment qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas de meilleure et qu'il en faut une. Donc on est dans une situation où, par rapport à des votes souverains d'État, effectivement on peut dire que les citoyens grecs s'expriment par le vote, mais que l'agence de notation qui appartient à des capitaux purement privés, une des trois agences appartient à un Français d'ailleurs. Marc Ladret de la Charrière a acheté l'une des trois. Donc, mais pour autant, elle n'a pas des standards de jugement différents des deux autres. Donc, c'est des gens qui sortent un peu du même moule par ailleurs en termes de formation, etc., qui ont un pouvoir exorbitant par rapport à une légitimité inexistante, et qui sont peut-être un peu comme le tigre de papier désigné par Mao. Elles sont effrayantes bien par le pouvoir qu'on veut bien lui prêter. Si les marchés ne suivaient pas aveuglément les agences de notation, celles-ci n'auraient pas le pouvoir exorbitant qui est le leur. Mais ils font partie, vous avez parfaitement raison, j'aurais dû les ajouter dans mon inventaire à l'après-vert comme acteurs internationaux. Si je peux me permettre, merci de l'éclairage. La baisse d'un cran de la note de la France aurait comme conséquence immédiate un écart de spread sur les taux qui pourrait, selon les économistes, coûter immédiatement en 2012 entre 20 milliards et 40 milliards d'euros au budget de la France. J'ai cru entendre il y a 2 mois que l'effort de désendettement, enfin l'effort de baisse du déficit public pour 2012, c'était 11 milliards. On baisse d'un cran la note, c'est peut-être 20 milliards ou 40 milliards. Est-ce que le projet de loi de finances
il est peut-être en train d'être revu pour qu'on fasse quelques efforts supplémentaires. Mais est-ce que 11 milliards, 20 milliards, 30 milliards, c'est de toute façon déjà pas insuffisant quand on sait ce que pourrait provoquer oui, mais pour l'instant, baisse de la note. la note n'est pas baissée pour l'instant, et si elle ne le sera pas avant, on pense, 1 an, 15 mois. Quoi. Enfin, les estimations qui sont données, ça serait un abaissement de la note éventuellement pas dans l'immédiat. Mais si un gouvernement prenait la décision en disant comme la note va être baissée, on change de budget, la note serait baissée immédiatement. Donc c'est comme une évaluation, on ne les annonce pas à l'avance. D'autres questions? Le micro passe par mes mains, je le conserve. Quelle corrélation peut-on établir sur le long terme entre la montée en puissance des opinions, que vous avez souligné, et la diffusion, ou l'absence de diffusion, du modèle politique démocratique, et d'autre part, de la stabilité politique ou économique des États? Je pense que le modèle démocratique progresse partout, de deux façons. Il y a de plus en plus de pays qui sont démocratiques. Et dans les pays qui ne sont pas démocratiques, l'opinion se fait de plus en plus entendre. En Amérique latine, il y a 20 ans, il n'y avait presque pas de démocratie. Maintenant, il n'y a presque plus de dictature. En Asie, il n'y a pas de démocratie. Maintenant, Taïwan, la Corée du Sud le sont. En Afrique, entre 1960 et 1991, il y a un seul gouvernement qui est renversé par les urnes. L'île Maurice, en 1982. De 91 à aujourd'hui, il y en a 30. Donc la démocratie progresse partout. Alors, bien sûr, ces pays-là n'ont pas le niveau démocratique de la Norvège. Bon. Et même s'il y a 400 millions d'internautes en Chine, la Chine n'est pas une Norvège asiatique. Mais la Chine n'est plus le goulag qu'elle fut il y a 30 ans. La démocratie dans un pays, elle dépend de 3 facteurs. D'une part, de l'histoire du pays. Qu'est-ce qu'il a vécu auparavant? Et effectivement, l'Algérie n'a pas la même soif démocratique que la Tunisie. Parce qu'il y a une soif démocratique, mais il y a la peur des excès et qu'on vient à la guerre civile. La deuxième condition, c'est le taux d'illettrisme ou, à l'inverse, le taux d'alphabétisation. La Révolution française a lieu quand, dans le bassin parisien, la moitié des hommes savent lire et écrire. Et si vous ne savez pas si la Tunisie a été révolutionnaire, parce qu'il n'y avait presque pas d'illettrés en Tunisie. Et le troisième facteur, c'est le niveau de développement. Si vous avez $1 par jour et par habitant, vous n'avez que très peu d'exigences démocratiques. Si vous avez un téléphone portable, vous en avez plus. Donc c'est ces 3 facteurs, c'est les 3 éléments du cocktail qui sont différents. Et pourquoi la Tunisie aujourd'hui, ça peut être dans 2 ans, ça peut être il y a 2 ans. Bon, mais les conditions objectives peuvent être remplies, tout d'un coup ça survient. Mais là, je pense que la démocratie progresse partout et que dans les pays qui ne le sont pas encore, la démocratisation progresse, ou l'espace de liberté progresse. Monsieur. Bonsoir. Il se dit que le réseau Bilderberg a fait élire Barack Obama. Alors, Le réseau Bilderberg. Oui. Alors, Info ou Atox, et le fera-t-il réélire l'année prochaine? Le réseau Bilderberg, il n'a rien fait hier du tout parce que c'est les citoyens américains qui ont voté et qui en avaient marre de George Bush qui ont donc voté Obama. Et si, par exemple, au lieu qu'il y ait la crise financière de Lehman Brothers, il y avait eu d'explosion nucléaire en Iran, ça aurait été McCain qui aurait été élu. Donc, Bilderberg. Si vous voulez, Bilderberg est une réunion informelle de gens très influents qui échangent des idées. Donc, comme certains d'entre eux sont déjà ministres, secrétaires d'État, ils sont très influents. Mais leur conversation ne débouche pas sur des décisions concrètes et pratiques. C'est un forum avec des gens qui ont déjà du pouvoir et qui, du coup, exercent des échanges d'informations de première qualité parce que tous ont accès à des réseaux extrêmement importants. Mais ce n'est pas plus eux qui font les décisions que auparavant à la trilatérale ou d'autres. Davos aussi est un endroit, un forum important. Là aussi, on pourrait
Disons, Banelberg est un des acteurs où des gens se rencontrent, comme Davos, comme Porto Alegre. Mais Porto Alegre ne fait pas la politique mondiale. Donc ce sont des forums de consultation, des informations sont échangées, des gens qui sont aux manettes se rencontrent, vont avoir une influence par la suite, mais je veux dire, le monde est tellement divers et globalisé que les 40 ou 50 personnes, alors, comme ils se redisent en secret, enfin pas en secret, mais qu'il n'y a pas de compte-rendu, forcément, on leur prête beaucoup. Parce que, bon, je pense honnêtement, que si leurs propos étaient publics, on verrait à l'inverse l'extrême banalité de ces propos et la théorie du complot baisserait beaucoup. Encore une ou deux questions, et puis, si vous... À plusieurs reprises, vous avez parlé des pays européens qui ont du mal à s'entendre forcément sur l'économie, et donc c'est une faiblesse. Quelles seraient les réponses justement pour être plus fort économiquement par rapport à... Déjà s'entendre, parce qu'effectivement, lorsque l'Europe marchait bien, s'il y avait un problème, Kohl téléphonait à Mitterrand, et chacun faisait une concession. Quand en 84 l'Europe est au bord de la crise, qu'elle se met de Fontainebleau, que Thatcher disait « I want my money back », et qu'elle ne décrochait pas, et que c'était Tina, there is no alternative, Kohl et Mitterrand l'ont bloqué. Parce que la réunification allemande a été gérée comme cela. J'accepte la réunification allemande, mais tu reconnais les frontières de la Pologne pour qu'il n'y ait pas de révisionnisme historique. Là, aujourd'hui, le coup franco-allemand ne marche plus. Ne marche plus parce qu'il n'y a pas d'atome crochu, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Mme Merkel et M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy apparemment agace profondément Angela Merkel, elle-même agace profondément Nicolas Sarkozy. La rumeur veut dire, enfin c'est une rumeur mais qui a un fond de vrai, c'est que Angela Merkel a dit je se faisais projeter les films de Louis de Funès pour comprendre la psychologie de Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est une boutade, mais bon, bon. Mais on voit bien qu'il n'y a pas... Nicolas Sarkozy reproche à Angela Merkel d'être apathique, de ne pas aller assez vite, de ne pas être réactive, et Angela Merkel reproche à Nicolas Sarkozy d'une part d'être trop vibrionnaire, et deuxièmement de tirer la couverture à lui quand il y a un succès. Des infirmières bulgares au traité de Lisbonne. Donc ce qui fait qu'il n'y a plus la confiance entre eux. Par ailleurs, j'ajoute, à leur décharge mutuelle, c'est que dans une Europe à 12 ou à 15, quand France-Allemand était d'accord, l'affaire était pliée. Dans une Europe à 27, non. Les paradis fiscaux sont-ils indestructibles? Sont-ils? Mais non, c'est une affaire de volonté. C'est-à-dire que on voit bien quand même que si... Enfin, je veux dire, qu'on ne vienne pas me dire que les États-Unis ne peuvent pas faire plier les îles Vierges. Ou alors je ne comprends plus rien. Mais les paradis fiscaux sont à la fois critiqués et utilisés. Les mêmes qui les critiquent l'en ont et disent ou estiment, à tort, parce que je pense que c'est plus de mal que de bien, mais les grandes compagnies américaines utilisent les paradis fiscaux. Donc il y a une protestation comme ça. Si vraiment on voulait y mettre fin, ça serait réglé. Autant il n'est pas possible de démondialiser, autant mettre fin aux paradis fiscaux s'il y avait une volonté collective, mais c'est là où est le problème. Mais si vraiment le G20 disait on arrête, que tous les pays du G20 se tenaient, ne faisaient pas qu'une déclaration, mais mettaient en œuvre une politique, l'affaire serait réglée. Donc là, on est dans un théâtre d'ombre. J'ai vu que vous étiez un spécialiste du nord de l'Afrique, puisque vous êtes éditorialiste dans certaines revues. Vous n'êtes peut-être pas le plus grand spécialiste de l'Afrique, qui je crois actuellement est Bernard-Henri Lévy, qui était hier soir juste derrière Kadhafi. Pas dans le même état. Vous n'avez pas tellement fait part de votre sentiment, ni enthousiasme, ni inquiétude sur l'avenir du nord de l'Afrique. Alors on peut évidemment légitimement s'inquiéter si on a en souvenir que c'est Khomeini qui a remplacé le Shah d'Iran. Voilà. Je vais en fait faire une réponse qui va peut-être partiellement vous satisfaire et partiellement non. Sur Bernard-Henri Lévy, il y a une telle différence entre
l'estime que lui vouent les rédacteurs en chef des journaux et le mépris que lui voue le public, que c'est un cas d'école, enfin c'est vraiment un cas d'école extraordinaire. Il a réussi son opération maléfique en Libye, mais c'est les Libyens qui ont payé le prix. On verra de quoi l'avenir sera fait en Libye. Parce qu'un pouvoir qui arrive en place à la suite d'une guerre avec des militaires étrangers n'est pas très stable. Aujourd'hui, il vaut mieux être tunisien qu'irakien. Donc là, pour les limites de l'exemple qui vient. Mais par contre, par rapport à la peur que vous évoquez de la menace islamiste. Dimanche, il y aura les élections en Tunisie. Le parti islamiste Ennahda est crédité entre 20 et 30%. C'est difficile de faire des sondages dans un pays qui n'a jamais voté auparavant, donc il n'y a pas de référentiel antérieur. Mais même si Ennahda fait 30%, ce qui serait un succès pour lui, qui le mettrait en tête, il ne pourra pas former un gouvernement seul, il devra tenir compte de la réalité. Puis la réalité, c'est qu'en Tunisie, les gens vous disent on ne s'est pas débarrassé de Ben Ali. Ça fait 50 ans qu'on est laïque, que les femmes sont à peu près égales des hommes, même assez largement. Et je ne vois pas le parti Ennahda interdire aux Tunisiens de boire une bière, et en plus, ils veulent tuer l'industrie du tourisme, ça sera la meilleure façon. Mais en fait, la question que vous posez, vient de l'idée, dans les pays musulmans, on vote librement une fois, puis après, les islamistes prennent le pouvoir, et c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et là, il y a deux exemples. C'est l'Algérie en 91-92, où des élections libres, le fils arrive en tête, et du coup, l'armée interrompt le processus électoral et éclate la guerre civile. Je pense que c'était une erreur d'interrompre le processus électoral. Et que si l'armée avait laissé le fils gagner les élections, le fils serait venu au pouvoir, il aurait pris des mesures très rapidement impopulaires, et les gens auraient dit, mais ils ne sont pas meilleurs que le FLN. Et ils auraient été renversés par les urnes. Et l'armée aurait été là au cas où le fils veuille instaurer une dictature. Disons qu'ils ont agi prématurément, ce qui entraîne la guerre civile. L'autre exemple, c'est l'Iran. Effectivement, une révolution au départ populaire se transforme en dictature. Ça, c'est les faits. Je veux dire, L', les faits. Pourquoi, et les faits en même temps d'ailleurs, pourquoi cette révolution s'est transformée en dictature? On oublie toujours quelque chose en évoquant cette réalité. C'est que quelques mois après la révolution, l'Irak, soutenu par tous les pays arabes et par tous les pays occidentaux, déclare la guerre à l'Iran. Et quand un pays est en guerre, eh bien, les libertés civiles sont restreintes, l'opposition ne veut pas paraître antipatriotique, donc adhère aux idées gouvernementales, et le gouvernement peut plus facilement imposer son ordre parce qu'il joue sur la fibre patriotique et sur la menace extérieure. Rappelons-nous que nous avons fait la révolution, et quand nous avons décrété la patrie en danger, on a créé la terreur en France. Si Saddam Hussein ne déclare pas la guerre à l'Iran, je pense que l'Iran serait aujourd'hui une véritable démocratie. Et que la guerre, qui a duré quand même de 80 à 88, qui a fait des centaines de milliers de morts, a permis à Téhéran, aux ayatollahs d'imposer une dictature, et que Obama, en tendant la main, a plus déstabilisé le pouvoir iranien qu'il ne l'a affaibli. Et que l'Iran sera un jour une démocratie, mais il faut pour cela qu'il n'y ait pas la perception d'une menace extérieure, et je pense que le régime actuel met de l'huile sur le feu parce que la menace extérieure lui permet de rester au pouvoir. Très bien. Je voudrais vous poser une question sur votre prospective. Dans quel délai est-ce que vous pensez qu'il est pensable de connaître une réémergence de l'économie européenne sur le plan mondial? Ou est-ce que fatalement on va vers une diminution de notre influence économique sur le plan mondial? L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a structurellement une diminution relative de notre part du gâteau parce que les autres élargissent la leur, et que nécessairement on ne reviendra plus à la situation où les pays de l'OCDE font 70% du PNB mondial. Mais on ne restera peut-être pas non plus dans une situation où les États-Unis font 50%. Et bien c'est plus le cas déjà. Donc l'Europe c'est 31%, les États-Unis c'est 25%, et donc ça va diminuer relativement. Parce que donc il y a des rééquilibres qui vont se faire. Voilà. Mais le fait que notre part relative du gâteau mondial diminue ne veut pas pour autant dire que nous sommes voués à la stagnation. C'est ça que je veux entendre. C'est que ce n'est pas parce que les autres s'enrichissent que nous allons nous appauvrir. Nous pouvons également nous enrichir. Et notre part de richesse initiale est tellement grande, au départ quand même, qu'on a de la marge. Mais qu'ensuite, nous avons par rapport à cela de
façon manichéenne, je le concède, deux attitudes. Soit on se désespère en disant que la partie est foutue, soit on dit qu'il y a une concurrence qui est une stimulation. Et donc qui nécessite de relever la tête, de retrousser les manches et de faire des efforts. Et donc ça, c'est une période de quelques années. Est-ce que le passage par l'établissement d'une Europe unie, forte et, je dirais, reconnue, est le seul moyen pour pouvoir accéder à cette... Non, pas forcément. L'Europe s'est développée plus par la protection du marché, effectivement, dans les 50-60, mais c'est mieux si nous n'avons pas de guerre entre nous, si nous avons des positions communes. Mais on peut très bien avoir cela sans Europe fédérale. Si votre question est est-ce qu'il faut l'Europe fédérale, on n'a pas eu besoin d'une Europe fédérale pour faire l'euro, pour faire Airbus ou pour faire Ariane. Oui, mais pour être reconnu sur le plan mondial, peut-être qu'il faut l'être. Moi, je ne crois pas qu'on arrivera à une Europe fédérale parce que les nations restent fortes. Que le sentiment national reste quand même, mais que l'on peut, et qu'il y a plutôt une superposition d'identité régionale, nationale, européenne. Et que les coopérations, elles sont plus à quelques-uns, parce que fédéral, les nations ne vont pas s'effacer, et il faut trouver le moyen que le fédéralisme ne soit pas la seule réponse, et qu'on n'ait pas le choix entre une voix, le fédéralisme, ou 27 voix qui parlent ensemble. Et qu'on puisse lancer des coopérations à quelques-uns, généralement, quand on le fait, les autres suivent après. Merci bien. Je pense qu'on va pouvoir, s'il n'y a pas d'autres questions, si une question. Ce sera la dernière. Merci. Faut-il avoir peur de la situation au Pakistan, puissance nucléaire, et quel jeu joue le président Musharraf? Lui, il n'est plus au pouvoir, Musharraf, donc il ne joue plus de jeu. Oui, il faut avoir peur du Pakistan, parce que le Pakistan est un pays fragile, nucléaire, menacé, et qu'en même temps, l'Inde ne fait rien pour arranger la situation. Que le Pakistan est un pays paranoïaque, mais qu'il a vraiment un ennemi. Et que Obama avait compris que pour avancer sur l'Afghanistan, il fallait donner des gages au Pakistan. Donc avancer sur le Cachemire, qui est un scandale territorial, mais l'Inde ne veut rien entendre. Et donc les Pakistanais vivent dans la hantise d'une recréation de l'ex-empire britannique des Indes sous la houlette indienne qui les ferait disparaître en tant qu'État. C'est une vue certainement paranoïaque, mais l'attitude des dirigeants indiens de temps en temps ne les détrompe pas toujours. Très bien, Monsieur Boniface, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez écouté avec passion, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci aussi à vous tous d'avoir tenu à passer ce moment avec M. Boniface et nous-mêmes. Et puis maintenant, on va pouvoir continuer et développer ces différents sujets ensemble autour d'un pot et quelques petits cocktails ou petits canapés qui vous sont préparés avec plaisir. Donc à tout de suite en bas dans le hall. Merci encore.